RMC. After Paris. François Pinet. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 2 d'After Paris, saison 2025-2026. After Paris, le podcast pour tous les fans du PSG, à retrouver, vous le savez, sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne pas le manquer. On est également la télé sur After Foot Télé, sur toutes les télés connectées. L'After Paris, le podcast idéal pour toi qui a vibré sur les chevauchés de Pablo Sorin ou sur les retournées de Deli Alves. Et avec nous dans After Paris, comme toutes les semaines, Jimmy Brown. Salut Jimmy. Salut François, salut à tous. Deli Valdés par contre. J'ai dit quoi? J'ai dit Deli Alves. Mais non, Deli Valdés. Deli Valdés, j'ai écrit merci. Deli Valdés. Ah, c'est bien écrit en plus. Voilà. C'est l'émotion. Quel joueur, le Panaméen. Incroyable. Énorme. Salut à tous. Aujourd'hui dans l'équipe également, Fabrice Okid. Salut Fabrice. Salut les gars. Alors Fabrice, il trouve le temps quand même de venir nous voir et ça c'est sympa. C'est le gars occupé Fabrice. Parce qu'il a été Arrêtez de me faire une réputation. Alors, je suis à votre disposition, vous le savez. et reporter MC Sport et auteur du livre De l'enfer au paradis, un retour sur les 2 années qui ont changé l'histoire du PSG. Vas-y, tu peux montrer. Faire ça, je peux le faire. Voilà, pour ceux qui nous regardent à la télé, on va voir, voilà, on peut présenter ce livre De l'enfer au paradis, où les questions évidemment des 2 années. Les 2 dernières tout saisons, changé pour le effectivement, il est sorti hier, disponible partout. À l'intérieur, vous retrouverez tout ce qui a changé. En tout cas, comment ça s'est passé sur les 2 dernières saisons et pourquoi le Paris Saint-Germain a réussi à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Les coulisses un petit peu aussi de la victoire en Ligue des Champions. Parfait. Et puis invité aujourd'hui exceptionnel, puisque l'After Paris a décidé de faire dans cet épisode ses adieux à Gigio Donnarumma. Eh bien, nous avons fait appel à quelqu'un qui le connaît très bien. Alexandre Letellier est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Tu as passé 3 saisons aux côtés de Donnarumma, 4 au total au Paris Saint-Germain. Donc tu le connais très bien, hein. Tu t'es entraîné avec lui. Donc on va pouvoir parler de l'Italien. Et tu es bien placé pour répondre à cette première question. Légende ou pas légende du Paris Saint-Germain, Gigio Donnarumma? On en parlait un petit peu en off avant. Pour moi, forcément légende. Tout ce groupe-là qui a ramené la Ligue des Champions, voilà, maintenant font partie des légendes du club parce que leur nom va être inscrit dans l'histoire du club à jamais. Un peu triste peut-être de cette fin amère pour Gigio Donnarumma qui a dû quitter le club. Il a rejoint Manchester City à la toute fin du mercato. Forcément, ouais, j'étais déçu pour lui parce que c'est vrai qu'il sort quand même d'une saison extraordinaire. Il a plus qu'un gros impact justement sur cette Ligue des Champions qui ramène à Paris. Je pense très certainement la plus belle saison de sa carrière. Et là, un gardien, en règle générale, il arrive à un âge de maturité vers 26-27 ans, l'âge qu'il a. Et il part à ce moment-là. Donc, est-ce que Gigio, il part pas et il va pas être le numéro 1 mondial pendant encore 10 ans et il part à ce moment-là de Paris. Donc voilà, c'est vrai, déçu pour lui, mais après, voilà, très content pour lui qu'il ait trouvé ce projet à City, qui reste un grand d'Europe. Donc c'est top pour lui. Tu as été surpris de le voir partir, toi qui connais bien Luis Enrique, parce que c'est un choix, mine de rien, de l'entraîneur du Paris Saint-Germain de le laisser partir et de récupérer Lucas Chevalier. Est-ce que toi, cette décision t'a surprise? Au départ, oui. Forcément, parce que quand tu vois que Paris ramène la Ligue des Champions, que ton gardien fait une saison incroyable, tu te dis, bon, ça y est, ils ont leur équipe pour 5-6 ans, surtout que l'équipe est très jeune. Gigio est très jeune encore. Donc oui, surpris. Et après, voilà, le truc, c'est que le coach, on sait très bien les exigences qu'il a dans ce qu'il recherche d'un gardien de but. Et je pense que voilà, depuis le jour où le coach est arrivé, il avait en tête peut-être un autre gardien. Et ils ont sauté sur cette occasion-là, à ce moment-là, de faire signer Lucas Chevalier. Alors après, voilà, le moment, c'est sûr qu'il porte à débat parce que tu gagnes la Ligue des Champions, ton gardien fait partie de l'équipe type de la Ligue des Champions et tu le fais partir. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Après, Gigio, j'ai pu lire dans la presse que le coach a été quand même très clair avec lui. Et justement, on va pouvoir l'entendre parce que c'était effectivement lors du rassemblement avec l'équipe italienne. Il aurait pu effectivement régler ses comptes. C'est pas du tout le cas. Écoutez Gigio Donnarumma cette semaine. J'ai toujours eu une excellente relation avec le coach. Il a été direct avec moi dès les premiers jours de stage de préparation. Je ne sais pas si je suis déçu, chacun prend ses propres décisions. Le coach a le pouvoir de décider, mais le soutien de tous, notamment de mes coéquipiers, a clairement montré ce que j'apportais ici au Paris Saint-Germain et je pense que ça c'est le plus important. Chaque entraîneur fait ses propres choix, je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Maintenant, je suis fier d'être entraîné par Guardiola, je peux beaucoup progresser sous sa direction et nous pouvons accomplir beaucoup ensemble.
Gigio Donnarumma, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast dans After Paris. Évidemment, c'est pour lui rendre hommage. Et toi, tu vas tout nous raconter, Alexandre, sur qui il est, comment c'était à l'entraînement, comment ça se passait. On va se poser la question que je t'ai posée au début sur est-ce que c'est une légende ou pas une légende. On aura le temps de voir tout ça. Mais d'abord, cette question, Fabrice, tu le disais un petit peu, c'est vraiment un choix de Luis Enrique. C'est pas que des considérations financières, la décision de se séparer de Donnarumma. Non, c'est pas uniquement des considérations financières. C'est vrai qu'il a été question pendant de longs mois de cette négociation avec le Paris Saint-Germain qui a mis en place une nouvelle politique, c'est-à-dire qu'il y a une part fixe et une part variable. Et on nous a longtemps expliqué que Gianluigi Donnarumma n'acceptait pas ces nouvelles conditions. Après, quand on gratte un peu, on se rend compte aussi que ça fait de longs mois qu'il négocie avec Lucas Chevalier, qu'il voulait Lucas Chevalier même depuis l'hiver dernier, et qu'en réalité, c'est une décision de Luis Enrique. Et il l'a dit, il aurait pu se débiner, Luis Enrique. Il aurait pu dire, voilà, il n'a pas voulu prolonger. Nous, on a pris Lucas Chevalier. En conférence de presse, il a été clair en assumant son choix. C'est aussi l'une de ses marques de fabrique. Luis Enrique, il aime dire ce qu'il pense, et il aime aussi que ce qu'il pense soit retranscrit comme il le dit. Donc, c'est un choix très très fort qu'a fait Luis Enrique, à voir si ça sera payant. Jimmy, justement par rapport à cette décision et à ce choix donc, de se séparer de Gigio Donnarumma, effectivement il aurait pu d'ailleurs, on l'a entendu, être un peu plus virulent. Moi je le trouve très classe, justement, ce que je voulais. Il est plutôt classe par rapport à Luis Enrique qui fait un choix très fort comme par rapport à Luis Enrique, par rapport au club en général. Moi je trouve que c'est profondément injuste ce que subit Gianluigi Donnarumma. C'est un gardien qui sort d'une saison extraordinaire. Il parlait d'équipe type de Ligue des Champions, Alex. Je pense qu'il va avoir le trophée Yashin dans quelques semaines. Là ça va être lui, il y a toutes les chances que ce soit lui le meilleur gardien du monde sur la saison dernière. C'est un gardien qui aime le PSG, c'est un joueur qui aime le PSG, qui avait une relation forte finalement. Il a réussi à retourner le public parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les premières saisons étaient difficiles, qu'il a coûté des matchs en Ligue des Champions, que ça n'a pas toujours été idyllique. Et sur la fin, j'ai trouvé moi aussi très émouvante la petite cérémonie improvisée d'hommage à la fin du match contre Angers. Tu sens que c'est un gars qui a été aimé du public, mais de ses coéquipiers aussi. Tu sentais les hommages que tout le monde a été unanime sur lui. Et il aurait pu être plus amer, moi je le trouve très classe. J'ai lu quelques messages à droite à gauche sur le fait qu'ils disent que oui, enfin c'est normal, il dit maintenant je rejoins City, c'est le meilleur club du monde. Quand tu arrives dans un nouveau club, c'est normal d'avoir un mot sympa pour le club où tu arrives. Mais voilà, moi je suis un peu dans l'incompréhension de cette décision-là, très honnêtement, parce que je trouve que c'était pas forcément la priorité. Et même tu parlais de financier, mais en fait finalement tu as quand même payé 40 millions d'euros un gardien. 43 plus bonus, qui vont aller lui, tu l'as jusqu'à sorti 55. pour 30 ou 35 si je dis pas de bêtises. 30 plus bonus, il fait une belle autour de 35. parce qu'il est arrivé libre quand même avec Donnarumma. Oui, il est arrivé libre, mais c'est-à-dire que financièrement tu t'y retrouves pas forcément, tu te retrouves pas gagnant. Son salaire était pas top 3 des salaires du vestiaire parisien non plus. Mais il avait un beau salaire parce qu'il est arrivé libre. Il est arrivé libre et sa prime à la signature était lissée sur le nombre d'années de contrat, donc il avait un gros salaire. Ce qui est la norme en fait dans ces cas-là. Au niveau de son talent, il est arrivé, attention, meilleur joueur de l'Euro, etc. C'est pas n'importe qui. Et après, là où tu peux éventuellement comprendre cette décision de Luis Enrique, c'est dans sa volonté d'être un peu plus imprévisible cette saison. Et je pense que quand tu prends Chevalier, qui est un gardien sous ton contrôle, Alex, mais peut-être un peu plus à l'aise avec les pieds, tu te dis voilà, dans les sorties de balles, ça va être différent. Tu vas pouvoir surprendre, tu vas pouvoir faire des circuits de passe un peu différents de ce que tu faisais précédemment. Et c'est peut-être pour ça qu'il a choisi Chevalier et qu'il a choisi de tourner la page. Encore une fois, moi je trouve ça dur quand même pour Donnarumma. Alors justement, puisque Alexandre est là, il est bien placé pour le savoir. Est-ce que justement cette histoire de jeu au pied qu'on lui a reproché très régulièrement au Paris Saint-Germain, Donnarumma, est-ce qu'à l'entraînement c'était quelque chose sur lequel Luis Enrique insistait vraiment auprès de lui? Est-ce que c'est quelque chose qu'il travaillait spécifiquement, toi qui l'as côtoyé à l'entraînement? Après, dans les discussions que lui et le coach pouvaient avoir, on ne sait pas trop de quoi il parlait. Forcément, je pense qu'il devait forcément insister sur le schéma de jeu que le coach voulait mettre en place, parce qu'il voulait forcément que les gardiens repartent toujours court avec un certain système. En tout cas, à l'entraînement, c'est sûr que on le bossait quasiment à chaque entraînement, le jeu au pied, avec des schémas bien précis. Et tu peux nous le dire, il était en galère quand même, Donnarumma? Non, non, pas du tout. Justement, je le trouvais pas du tout en galère, et justement, je trouve aussi que plus les années ont passé, et plus il a progressé là-dessus, et il était de plus en plus à l'aise. Mais après, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que sur les 6 derniers mois en Ligue des Champions, là où il devient vraiment décisif, il était moins sollicité. Je pense que c'était un choix aussi de Luis Enrique de le libérer un peu de ça. Peut-être pas par rapport à un aspect technique, mais plus mental, d'être
tu vois, d'être focus sur son rôle, etc. Et je pense que c'est ce qui lui a permis aussi de sortir après des prestations exceptionnelles. On en parlait tout à l'heure en préparant le podcast, mais le match qu'il fait en Anfield, quand on se dit c'est un gardien qui sort pas trop, Donnarumma, qui est pas très à l'aise dans les sorties, la manière dont il s'est imposé face à des joueurs de première ligue, que ce soit contre Liverpool ou après contre Aston Villa, même Arsenal, tu sentais que voilà, il y avait un espèce de changement complet. Et c'est peut-être aussi parce que les circuits de sortie de balle avaient un peu changé sur la deuxième partie. Après, si le coach justement après cette décision de moins prendre de risques derrière, c'est une preuve d'intelligence aussi, de se dire on prend moins de risques, et à l'arrivée ça a été payant. Alors il y a les critiques, mais il y a le point fort. Les points forts sur sa ligne, bien sûr. Toi qui es gardien, Alexandre, sur les pénaltys aussi, il avait une technique toute particulière. Il a une technique toute particulière, sans doute. Est-ce que tu peux nous livrer un petit peu les secrets de préparation de Donnarumma à l'entraînement pour être si fort dans ce domaine? Après, oui, c'est sûr qu'une des grosses qualités de Gigio, c'est sa capacité à aller très très vite au sol, parce qu'en plus, il fait quasiment 2 mètres. Il faut y aller au sol aussi rapidement. Il a une énorme envergure, ce qui fait qu'il prend une place incroyable dans le but. Des fois, là j'ai en souvenir l'arrêt qu'il fait contre Arsenal au match retour sur la frappe de Odegaard. Il va à une vitesse folle, il est masqué et il fait un arrêt exceptionnel. Enfin, toute cette qualité de réflexe à Gigio, c'est pour moi le top mondial. On a pu voir que dans les sorties aériennes, il a énormément progressé aussi. Tu parlais justement du match de Liverpool, il a été chercher un nombre de ballons incalculable alors qu'il y avait un monde pas possible. Il a même, des fois, il a pris d'énormes risques et c'était payant. Et après, pour tout ce qui est penalty, c'est vrai que dans toutes les séries de penalty, Gigio s'illustre très souvent, que ce soit pendant l'Euro avec l'Italie ou là dans cette campagne de Ligue des Champions. En vrai, les pénaltys, il n'y a pas vraiment de secret. Il y a quand même des gardiens qui sont plus ou moins forts dans ce domaine. Chevalier est bon aussi d'ailleurs. Chevalier est très bon. Il a montré ce week-end contre Toulouse. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, avant les matchs, tu le travailles entre guillemets avec l'entraîneur des gardiens, qui te montre des vidéos des principaux tireurs des équipes en règle générale, et avec des stats de là où ils tirent le plus, etc. Les derniers pénaltys tirés, et pour que ça te donne en fait une indication sur l'endroit où il pourrait tirer le jour J. Et on va dire que le plus gros travail, c'est celui-là. Parce qu'après, plonger d'un côté ou de l'autre... Et lui, il était particulièrement intéressé par ça, justement, Donnarumma. T'es obligé. Parce que si le coach, je te dis une bêtise, il te dit à 80% il tire à droite et que toi, tu décides d'aller à gauche, il faut rendre des comptes derrière. Et après, c'est vrai que contre Liverpool, il en sort 2, même s'il est au courant, entre guillemets, de là où ils peuvent potentiellement tirer, il va les chercher parce que c'est 2 vrais arrêts. Alors ça, c'est sur l'aspect technique. On reparlera évidemment de son palmarès, de tout son parcours au Paris Saint-Germain dans quelques instants, et notamment de cette concurrence avec Navas que tu as vécu puisque tu étais 3e gardien à ce moment-là, Alexandre. Mais au niveau de la personnalité aussi de Gigio Donnarumma, Jimmy en parlait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est apprécié vraiment du vestiaire. Non, mais ça, c'est une certitude, il est apprécié du vestiaire. Moi, il y a une anecdote qui me revient et qui a été racontée par Ousmane Dembélé avant la finale de Ligue des Champions. Il donne un mot à chacun, traduit en français, en espagnol, en portugais, en anglais, pour leur dire à quel point il les aime. Parce qu'en fait, c'était ça le message. C'était au-delà de il faut qu'on gagne, on est les meilleurs. C'était je vous aime. Donc c'était quand même un message vraiment très fort. Et par la suite, d'ailleurs, quand ses coéquipiers l'ont vu un petit peu mis à l'écart lors des séances d'entraînement, je sais que certains l'ont pas forcément bien vécu. C'est vraiment un garçon qui est attachant, en plus d'être un top footballeur. Ouais, c'est... Voilà, t'as bien résumé, mais en fait, Gigio, on peut pas ne pas l'aimer. C'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire, même dans les moments un peu difficiles où il pouvait être critiqué. À l'entraînement, on n'a jamais ressenti un quelconque mal-être de sa part, où il nous a jamais fait ressentir justement que toutes les critiques pouvaient l'atteindre. Il a toujours gardé le sourire et il s'est mis dans le travail comme un malade. Et puis c'est vrai que quand, comme tu le dis, quand tu vois toutes les réactions que les joueurs ont pu avoir au moment où il a fait son message d'adieu, alors que c'était pas encore fait, ça prouve l'impact qu'il pouvait avoir dans le vestiaire et la place qu'il avait dans le vestiaire. C'est pas anodin ce que dit Alex, parce que quand tu reviens sur le parcours, c'est loin d'avoir été un long fleuve tranquille de Donnarumma au PSG. C'est-à-dire qu'on va en parler là, tu le disais, il y a Navas, mais il y a les critiques. Je me souviens qu'encore la saison dernière, c'est Safonov qui démarre le match à Munich parce que ça se passe mal à l'Emirates. Il est sur des buts sur le match en phase de ligue. Il a été très 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 critiqué par la presse, etc. Et d'avoir un gars qui a humeur égale et qui arrive à remonter la pente et à sortir les 6 derniers mois qu'il a sortis, ça te place aussi un gardien et un bonhomme, quoi. Et justement, c'est parfait pour lancer la deuxième partie de ce podcast After Paris. Dans un instant, on
reparle de son parcours parfois compliqué au Paris Saint-Germain, Gigio Donnarumma. Et puis la question, il va falloir vous mouiller, messieurs, légende ou pas légende du PSG, on revient tout de suite. After Paris, deuxième partie de ton podcast préféré sur l'actu du PSG avec toujours Jimmy Brown, avec Fabrice Hawkins et avec Alexandre Letellier, notre invité, ancien troisième gardien du Paris Saint-Germain, pour rendre hommage à Gigio Donnarumma, légende ou pas légende. Alexandre a répondu, dans un instant la réponse de Fabrice et de Jimmy. Mais d'abord revenons sur ce que tu disais, Jimmy, sur son parcours vraiment semé d'embûches. Parce que quand il arrive, effectivement en 2021, il y a Navas. C'est Pochettino qui est alors l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Tu étais sur place, tu étais dans les vestiaires, Alexandre. Comment ça se passe, cette relation entre Navas, qui est plus âgé, plus expérimenté, qui voit débarquer un Donnarumma champion d'Europe avec l'Italie? Il faisait froid. C'est Alex qui servait à... Tu vois, non, mais c'est vrai que pour Keylor, c'est compliqué, surtout qu'il sort d'une saison extraordinaire. Et puis là, on peut pas vraiment comparer, mais c'est vrai que Gigio aujourd'hui il vit un peu ce que Keylor a vécu, c'est-à-dire qu'il sort d'une très bonne saison où on fait demi-finale de Ligue des Champions, et il y a Gigio qui arrive à ce moment-là. Après à ce moment-là, c'est vrai que Gigio, je pense que c'est une opportunité de marché. Il est fin de contrat, il est annoncé comme un gros crack. Il a 22 ans, je crois, quand il arrive au club. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'il vient de gagner l'Euro. Mais je pense que quand il fait l'Euro, il avait déjà signé, parce que ils en parlaient déjà. Keylor, il avait à ce moment-là peut-être 36 ans, donc je pense que peut-être le PSG à ce moment-là préparait aussi l'avenir. Mais après, au sein du vestiaire, c'est vrai qu'on n'a pas ressenti quoi que ce soit. Nous, les gardiens, à l'entraînement, ça se passait bien. Et puis, il n'est pas arrivé en se disant je vais être numéro 1. Il n'avait pas cette attitude-là vis-à-vis de Navas. Surtout qu'en plus, quand il arrive, Gigio, le coach qui est à l'époque Pochettino, ne désigne pas vraiment de numéro 1. Au début, il fait jouer Navas. Je crois qu'il commence plus tard. Voilà, et puis Gigio, ils font pratiquement 2 matchs chacun ou 3 matchs chacun. Ça tourne régulièrement jusqu'au jour où le coach choisit Gigio pour le match de Ligue des Champions. Au Bernabeu. Voilà. C'était déjà, en fait, ça a été moins franc à mon sens que cette saison où là, le coach, comme l'a dit Donnarumma, mais aussi Luis Campos, et on l'avait révélé sur RMC, ont pris leur téléphone et ont expliqué à Gianluigi Donnarumma qu'il sera, s'il reste dans tous les cas, remplaçant parce que Lucas Chevalier arrive. Là, ça a été très franc. À l'époque, Donnarumma, quand on lui dit viens au Paris Saint-Germain, qu'on lui donne le salaire qu'on lui donne avec cette prime à la signature, je pense qu'on lui fait comprendre aussi qu'il va jouer. Ça a été moins clair et moins net tout de suite. Ils ont mis du temps à l'installer parce que c'est pas n'importe qui quand même, Navas. Ils pouvaient pas lui dire on va t'asseoir, il y a Donnarumma qui arrive, le petit jeune. Donc ça a mis un peu de temps à s'installer, mais dans sa tête, je pense qu'il savait qu'il venait pour être numéro 1 déjà. Je pense que la gestion à l'époque de Pochettino a pu faire mal à Donnarumma, et notamment le fait d'être lancé. Enfin, moi, je me souviens, il y avait une espèce d'alternance à chaque fois entre les deux, et tout portait à croire que le match au Bernabeu, où tu as l'ancien gardien du Real qui a gagné 3 Ligues des Champions avec eux, etc., qui allait envoyer Navas. Finalement, il met Gigio sur ce match-là, ça se passe mal. On a tous l'image du but de Benzema. Et là, quand même, ça a été dur pour lui sur les. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette année-là, c'est une année où Gigio découvre la Ligue des Champions aussi, parce qu'il ne l'avait jamais joué avec le Milan. Donc c'est sa première année en termes d'expérience. C'est intéressant, parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi hors antenne, mais sur le cas Lucas Chevalier, qui a connu qu'une saison l'année dernière avec Lille, et c'est comment il va pouvoir appréhender, lui, cette pression du très haut niveau. C'est pas le même métier d'être gardien au PSG que d'être gardien dans un autre club et de jouer ces matchs de très haut niveau. Ça va être une interrogation au moment des matchs décisifs que j'espère le PSG vivra en deuxième partie de saison. Et ensuite, tu le disais, donc après, une fois qu'il est installé au poste de numéro 1, ça n'a pas toujours été simple non plus. Il y a eu donc toutes ces critiques il a dû s'en accommoder, et notamment aussi sur ses sorties aériennes, son jeu au pied. Il y a les éliminations parfois en Ligue des Champions. On disait que c'est parce qu'on n'avait pas un gardien de très haut niveau. Il y a eu ça, et même en début de saison. Donc là, c'est la saison évidemment de la consécration. Mais souvenez-vous des critiques des premiers matchs en Ligue des Champions de début de saison. Je me souviens de Donnarumma contre l'Atlético de Madrid. Il y a pas, même beaucoup plus récemment. Il n'y a absolument rien à faire, et il prend un but à la fin. Oui, c'est vrai que même à ce moment-là, parce que il y avait la question de la prolongation ou non, etc. On s'est dit le but d'Harvey Elliott, non mais c'est bon, faut pas le prolonger. Le but il est pour lui, etc. Exactement. Et après je trouve que c'est très facile de le critiquer à ce moment-là, parce que la comparaison elle est facile en fait, parce qu'en face il y a Alisson qui arrête tout, qui est Jésus, et en face Gigio il a une seule occasion à négocier, et il prend
prend le but. Sauf que quand on est un peu spécialiste entre guillemets du poste, le ballon qu'il a à négocier, il est très compliqué. Ouais, c'est pas cadeau. Et sauf que pour les journalistes, tout le monde lui a sauté dessus et c'est pas un ballon simple. Parce qu'il prend ce même but. En face, Alisson, il fait 1 ou 2 arrêts. Il prend ce but-là en milieu de match, on dit pas la même chose. Oui, Jimmy avait dit que c'était une pipe. Hein. Non, c'est pas. C'est pas vrai, c'est un mytho, c'est pas vrai. Moi, je me souviens très bien, j'avais dit arrêtez d'allumer Donnarumma, il y a Nuno Mendes sur le Mais moment. plonge pas, tu plonges Jimmy, directement. c'est pas beau ce que t'as fait. plonge, Jimmy, tu vois, J'ai toujours Alex, il dit que c'était dur. T'as défendu un gardien, c'est bien. Parce que les gardiens, on leur saute toujours dessus. On leur saute toujours dessus. Après, je te cache pas qu'il y a un ou deux matchs où je me suis dit, pas sur ce match contre Liverpool, mais il y en a un ou deux, le match à l'Emirates notamment, en phase de ligue. Vous êtes dur. Mais justement sur les gardiens et sur le cas de Gigio Donnarumma, puisque c'est l'objet de ce After Paris, j'aimerais bien t'entendre, Alexandre, sur ça. On a tendance à dire qu'il y a certains gardiens qui sont bons quand ils sont justement à chaque fois sollicités de nombreuses fois pendant le match, et que c'était peut-être pas le cas d'un Donnarumma, enfin c'était peut-être le cas justement d'un Donnarumma, et le fait justement de ne pas avoir beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, il était peut-être pas concentré, et là, voilà, et ça venait au fait que Donnarumma n'arrivait pas à arrêter un ballon quand il y avait une occasion. Est-ce que c'est le cas de Donnarumma? Est-ce que c'est un gardien qui a besoin justement d'être sollicité régulièrement pour se chauffer, en fait, pour chauffer ses gants? Pour Gigio, je sais pas, mais c'est vrai que c'est plus simple pour n'importe quel gardien. Si tu es sollicité pendant tout le match, forcément tu restes dans le match, tu es tout le temps en action, tu touches des ballons au pied, des sorties aériennes, tu fais des arrêts, etc. Tu es vraiment dans le match non-stop. Quand tu as une occasion ou deux, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais, Et comme tu le disais, être gardien au Paris Saint-Germain, c'est un apprentissage. Et c'est Lucas Chevalier qui le disait d'ailleurs. Lucas Chevalier lui-même le disait. Si tu as une ou deux occasions à négocier, ça se trouve, c'est des occasions qui sont très importantes. Et on va t'attendre à ce moment-là. Dans des compétitions importantes, avec des conséquences. Avec des conséquences. Et c'est pour ça qu'on en parlait avec Jimmy. Lucas Chevalier, je pense que là, il fait un très bon début. Il montre qu'il a beaucoup de qualité. Pour moi, c'est un gardien complet et qui va être un très très bon gardien dans les années à venir. Il l'est déjà, mais il va être encore meilleur. Là où on va l'attendre, ça va être dans les moments clés. En Ligue des Champions. Pour le Paris Saint-Germain. Mais lui-même le sait, parce que je me souviens, moi, quand il gagne le titre de meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, Lucas Chevalier, il dit: oui, moi c'est plus facile pour moi que pour Donnarumma, parce que moi en fait je peux rater 1 ou 2 matchs à Lille, personne ne va souligner, personne ne le verra. Alors que quand tu es à Paris et que tu as 1 ou 2 arrêts à faire par match, comme c'est le cas de Donnarumma, là c'est beaucoup plus dur. Il y a After Paris toutes les semaines. Voilà, on n'a pas encore l'after loss pour Marc Hauser. Mais tu vois, la réaction qu'il a, c'est quelqu'un qui est lucide déjà sur la situation, et ça montre déjà aussi sa maturité, parce qu'il est tout jeune, et il sait que là il arrive dans un club où il va avoir 1 ou 2 occasions. Et il va falloir qu'il soit présent. Alors justement, puisqu'il nous reste quelques minutes dans After Paris pour rendre hommage à Gigio Donnarumma, légende ou pas légende, on va faire 2 choses. D'abord, on va prendre les années Qatar, parce qu'il y a eu beaucoup de gardiens qui sont passés au Paris Saint-Germain. Et pas que des cracks. Voilà. À part Alex, bien sûr. Bien sûr, Alexandre Letellier, énorme gardien. Salvatore Sirigu, 190 matchs, et juste derrière, on trouve Donnarumma avec 161 matchs. Après, on peut citer évidemment Keylor Navas, Areola, Kevin Trapp, eux aussi ont été mis en concurrence parfois. Nicolas Douchez, là je fais dans l'ordre des gardiens qui ont joué du plus grand nombre de matchs au plus petit nombre. Buffon, qui ne sera resté qu'une saison, légende du foot, mais pas légende au PSG, là je pense qu'on est tous d'accord. Et puis ensuite, ce sont des gardiens qui étaient plutôt remplaçants, comme Sergio Rico, Safonov qui est encore actuellement au club, Marcin Bulka. Dans tous ces gardiens, il y en a un qui n'a pas joué un seul match, c'est Mike Maignan, qui était pourtant dans l'effectif. Oui, qui était 3e à l'époque, avant de partir à Lille. Exactement. Mais c'est vrai, quand on fait la liste, Donnarumma, il a quand même comblé un vide, non, au Paris Saint-Germain. Et puis, légende, pas légende, pour moi, c'est une légende déjà par rapport à ce qu'il a fait sur la dernière saison avec cette Ligue des Champions. Quand on voit le match qui sort contre Arsenal, quand on voit son match face à Aston Villa, quand on voit même contre Liverpool, on peut pas pour moi ne pas le mettre comme une légende, parce qu'aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain est rentré dans la légende justement en gagnant cette Ligue des Champions, je pense qu'il y a 2 hommes qui sont très très importants. Alors c'est un collectif, donc évidemment il y a l'entraîneur tout en haut, il y a des garçons comme Vitinha, Hakimi qui ont été aussi primordiaux, mais comme pour toutes les grandes compétitions, je dirais qu'il faut un grand attaquant, il faut un grand défenseur, un grand gardien. Et pour moi, et Dembélé et Donnarumma sont des légendes de ce club déjà. Jimmy, Fabrice, il a tout dit. Non, mais c'est vrai. Donnarumma a été énorme sur les 6 derniers mois. Ça le place automatiquement. Alors,
à quelle place? Parce que si on fait l'histoire du Paris Saint-Germain, évidemment, il y a Bernard Lama Sur la qui sans longévité, doute Bernard Lama quand même se place dans qui numéro gagne 1 sur le podium, je pense. Ouais, Il y a gagne une Coupe d'Europe aussi. après, quand pour même. les plus anciens qui nous écoutent, et ils sont nombreux, After Paris, Joël Batz, quand même, grand Ouais. gardien Oui, du oui, Paris oui. Saint-Germain. Moi, je suis pas contemporain de Joël Batz, j'ai pas connu, Ah bon j'ai pas vu jouer Joël Batz. Mais, Mais c'est sûr après, que- il y a eu des histoires de gardiens au PSG, justement, de gardiens qui étaient très bons quand ils arrivaient au PSG, et puis au PSG, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ouais, bah après, Paris, c'est un contexte Des particulier Lequisi, aussi. des Landreau qui n'ont pas forcément Je me réussi souviens au Paris de Saint-Germain. Dominique Casagrande à l'époque où il arrive, on se dit c'est le futur grand gardien français, etc. Mais non, c'est Ça compliqué. commence à remonter, ça. Ah, oui, oui. Ouais, il y a des anciens ici, attention, les gens sérieux. Ah oui, tout ça pour dire que c'est pas si simple de se faire un nom quand on est gardien au Paris Saint-Germain, et Donnarumma fait partie des légendes. Voilà, il est dans le top 3, peut-être, dans le bien top sûr. 5. Ouais, Il y a alors, débat. Avec Alex Letellier. Mais et- comme tu le dis, et un autre. et à partir du moment où il a ramené une Ligue des Champions, tu peux que faire partie des Ouais. légendes. Oui, ça clôt le Ça débat. clôt le débat. Et puis, il a aussi un mérite, c'est que par rapport à tous les noms que tu évoquais, c'est un des rares qui a finalement réussi à s'imposer, à être incontestable. Même si au début, il y a eu la phase avec Navas, mais tu vois, Trapp, Sirigu, il y a toujours eu des gardiens en concurrence. Quand il y avait Areola, Gigi Buffon, enfin, il n'y a jamais eu vraiment de continuité à ce poste, ça a été compliqué. Et lui, Donnarumma, il a réussi à éliminer la concurrence de Navas et puis après à s'installer au poste, même si ponctuellement, il pouvait être remplacé. On a parlé du match à Munich l'année dernière. Il a réussi ça quand même et il a réussi à amener Paris sur le toit de l'Europe. Donc voilà, pour Légende. toutes ces raisons, Et les gens, il bien y a sûr, quelque légende. chose que j'aime bien dans son histoire pour refaire le parallèle avec Ousmane Dembélé, mais c'est des garçons à qui on a dit t'y arriveras jamais. Au Paris Saint-Germain, je parle de Donnarumma au Paris Saint-Germain parce qu'à Milan et avec la sélection nationale c'est autre chose, mais c'est des garçons à qui on a dit t'y arriveras jamais. Ousmane, t'arriveras jamais à mettre des buts. Donnarumma au Paris Saint-Germain, t'y arriveras jamais. Et sur cette saison, que ce soit sur 6 mois ou 8 mois, ils ont réussi à faire ce que personne n'attendait. Alors, on va remercier évidemment Alexandre Letellier d'être passé dans After Paris. Tu reviendras, à vous. j'espère. Avec plaisir. Et puis, tu cherches un club actuellement. Donc, C'est le ça. message est passé. Vous avez besoin d'un gardien. Alexandre Letellier, il est en forme, hein, on peut vous le dire. Hein. Plus en forme que Jimmy Brown, qui sera là Large. pour le prochain After Paris. Et merci Moi, Fabrice. c'est plus compliqué. Tiens, Salut, les gars. Jimmy, tu vas pouvoir faire Oui, ça à la télé. bien sûr. Voilà, le livre de l'enfer au paradis de Fabrice Hawkins sur les 2 saisons qui ont changé l'histoire du PSG. Merci Fabrice et à bientôt Merci. dans un prochain After Paris. Bien Avec sûr, plaisir, le les podcast gars. que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à commenter le podcast, à le noter aussi et à nous donner vos idées. Pourquoi pas de thèmes pour les prochains After Paris. À bientôt. Salut. RMC After Paris.